Nous sommes le mercredi 29 mai 2019. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12 Le Zénith. On pense ce matin à le jeune Bella Bella. Il est tout simplement le ministre camerounais des Relations extérieures, lui qui a réuni hier à Yaoundé l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Yaoundé pour dire clairement quelle est la position du Cameroun sur la crise anglophone. Et on sait tout ce qui se dit depuis quelques mois sur le Cameroun, sur tous ces ONG humanitaires qui dramatisent un peu trop, selon le MINRES, sur la situation humanitaire au Cameroun, où il dit clairement que la situation humanitaire au Cameroun n'est pas majeure, comme on peut l'entendre ici et là. Et pourtant, quelques heures après ces propos, le ministre français des Affaires étrangères était devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale en France pour dire clairement que la situation de la crise anglophone au Cameroun est dégradante et qu'il fallait agir rapidement et qu'ils ont donc, avec le président Macron, appelé le président Paul Biya pour que des mesures soient prises pour mettre en place le dialogue inclusif et discuter avec les parties au conflit. Mais l'autre nouveauté, c'est que la France demande la libération de Maurice Kamto à travers donc les propos hier de Jean-Yves Le Drian sur la chaîne internationale, la chaîne de radio internationale RFI. Donc on verra très bien, on va scruter la météo politique du Cameroun dans les jours à venir et voir comment le gouvernement réagit à ces propos de Jean-Yves Le Drian. Vous savez, le Cameroun est considéré à tort ou à raison comme le précaré français. Maintenant que la France se prononce de manière aussi claire et explicite, comment le pouvoir de Yaoundé va réagir à cela? Cette question-là, on va évidemment l'éplucher sur ce plateau ce matin et d'autres encore. Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier à Nalova Lyonga, Madame le ministre des Enseignements secondaires. Sentez-vous saluer aujourd'hui examen du baccalauréat de l'enseignement général, session 2019. Catastrophe des catastrophes. Lycée de Makepe. Pénurie de papiers de composition et intercalaire. Intercalaire, important pour les élèves. Il n'y avait pas. Mauvaise qualité de papier distribué. Vraiment. Vraiment. Cette histoire de paiement par voie numérique là sortait d'où? Dysfonctionnement quand il nous tient. Bravo. Voilà, on a vu également de nombreux élèves, mais davantage des parents pleurer devant les caméras de télévision mais à travers. Oui, oui, parce que c'est extrêmement grave et il y a une question centrale qu'on doit se poser dans ce pays pour que ceux qui nous dirigent, évidemment, prennent conscience des attentes du peuple camerounais. Il est inadmissible que l'on en soit, évidemment, à cette situation où les enfants ne peuvent pas composer pour ces types de raisons, alors qu'on a mis en place un mécanisme qu'on devait au préalable s'assurer qu'il marche bien et mieux pour tout le monde. Donc, ce gouvernement a davantage besoin de ces remarques que nous faisons tous les jours pour pouvoir, comme on le dit, se rectifier. Également sur le plateau ce matin, j'ai le plaisir de vous dire bonjour à vous ce matin. Je ne sais pas pourquoi Florazé. Peut-être c'est le blanc de votre robe ce matin qui me rend si joyeux, mais bonjour à vous. Peut-être bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour, je rougis. Vous savez qu'on a eu un échange très houleux avant cette émission ce matin. Oui. Voilà. Donc, il n'a pas pu se retenir. Je suis dans la continuité. Des coulisses en direct. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Tellement d'informations qui font le buzz sur la toile. Puisque je reste en éducation comme Chalamel, il y a une épreuve d'informatique qui crée le buzz et qui alimente pas mal de conversations sur la toile. Certains estiment que c'est de la barbarie. Bon, bref, c'est indigne également face à cette épreuve. En cas pratique, on a cité quelques artistes comme Malos, on a cité également quelques influenceurs comme Shakiro et Daphné qu'on retrouve justement dans cette épreuve. Je rappelle que c'est vous qui m'aviez tensé sur ce plateau il y a quelques jours d'avoir cité Shakiro. Bon, d'accord. Pas seul, parce que Bon Bengan et Chalamel m'avaient également repris sur ce Shakiro-là. Oui. C'est un homosexuel. Mais sauf que je vous ai dit Chalamel que ce plateau est pour monitoire.
Oui. C'est de ce plateau que partent souvent des choses importantes pour ce pays. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a une épreuve, oui. Oui, l'informatique. Oui. Donc, justement, comme Chalamel le dit, donc on s'interroge sur la toile. Oui. Qu'est-ce qu'on voulait passer comme un message à travers cette épreuve d'informatique que viennent faire justement ces différents personnalités du showbiz que j'ai cité. Non, mais que j'ai cité. Il n'est pas dans le showbiz, non. C'est ça la polémique, Oui, parce qui que influence les gens la toile. estiment que Shakiro Oui. n'est pas dans le n'est showbiz. pas dans le showbiz. Mais ce personnage influence tout de même sur la toile. influence. À travers des directs, on voit des milliers de vues. Donc, on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Je rappelle qu'on tire cette information. Chacun tire avec son bout. Enfin, en tout cas, il y a peut-être d'autres informations en complément. C'est un mercredi plutôt chaud bouillant. Chaud bouillant. Alors, je rappelle que ce buzz sur Shakiro, je peux déjà vous garantir, il sera au moins, si c'est pas plus, mais au moins égal au buzz et à tout ce qui avait suivi l'indignation après ce livre de cinquième où on a eu des images de zoophilie. Donc, on est clairement dans un remake d'une tentative d'entrer dans les mœurs camerounaises de choses ignobles et de choses indignes. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure, Flora, c'est clair, mercredi houleux sur ce plateau. Également sur le plateau ce matin, vous, Boro Bengat, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Hier, c'était mardi, trois gouverneurs des grandes régions du Nord, quand j'ai dit du septentrion, voilà. Les trois gouverneurs des régions du septentrion ont été refoulés. La frontière. Il s'agit des gouverneurs de l'extrême nord du nord et de l'Adamawa. Ils se rendaient à Adamawa State, où ils ont été invités pour l'installation du nouveau gouverneur de cet État-là. Mais la police des frontières nigériennes leur a dit, vous ne passez pas. Et une délégation, malgré les pourparlers, les interminables pourparlers, la police nigérienne a dit, vous avez des invitations, on ne vous laisse pas passer. Et ils sont rentrés. Non mais, jusqu'à quand va-t-on être aussi ridiculisé par nos voisins? Mais c'est pas possible ce pays. Et quand on voit la réaction hier du ministre des Relations extérieures et quand on met tout cela en perspective avec ce refoulement aux frontières des trois gouverneurs de ces trois régions du septentrion, il y a des questions à se poser. C'est que ces personnes-là ont été considérées comme persona non grata sur le territoire nigérien. C'est ce que ça veut dire. Oui, oui, absolument. Au final. Mais alors, ils ont une invitation officielle. Oui. Et ça me rappelle justement Robengan, parce que quand j'ai vu l'information hier, ça m'a rappelé quelque chose. Il se passe que sur un plateau dimanche passé, il y a un intervenant qui a dit à Mondiovision que les gens qui se battent au nord-ouest et au sud-ouest, on ne sait pas qui c'est, et a, de manière, on va dire subtile, dit que ça pourrait être des Nigérians. J'ai dit, ça peut créer un incident diplomatique. Ça, de tels propos peuvent créer un incident diplomatique. On n'en est pas encore là, mais attention à ce qu'on dit, de stigmatiser comme on le fait chaque fois. On peut dire des Tchadiens, comme on dit au Cameroun, les Tchadiens sont sur nos motos. Si le Tchad ne fait rien, le Nigeria, lui, n'est pas prêt à accepter n'importe quoi de la part des Camerounais. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point-là, dans ces stigmates que nous faisons à travers des personnes étrangères au Cameroun. Alors, on va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, et l'histoire du jour ce matin est contée par Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, merci de me recevoir sur le plateau. Bonjour à Florazé, Charles Armel et Bombok. Un salut particulier à la famille du petit Jean. Jean, c'est un enfant de 18 ans, il est très malade. L'histoire remonte à il y a sensiblement 4 ans. Lorsque ses parents se sont séparés, il allait vivre avec sa mère. À quelques jours de l'examen du BPC, puisqu'il était retourné chez son père, il a commencé à avoir des crises. Des crises qu'on a assimilées dans la famille à de l'épilepsie. Mais après examen, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'épilepsie. On l'a placé sous traitement pendant sensiblement 1 an et demi. Mais au sortir de là, il allait bien. 1 an et demi de traitement. Voilà. Il n'a plus fait de crise. D'accord. Maintenant, le père de l'enfant, puisqu'on a coupé le contact, la mère de l'enfant a décidé de récupérer son enfant totalement et de ne plus le laisser là-bas, puisque pendant le traitement chez le père de l'enfant, parce que pendant le traitement, elle allait voir un praticien qui lui a fait comprendre que son fils souffrait d'une maladie que lui aurait lancée la sœur de son père. Encore les affaires de sorcellerie sur ce plateau ce matin. Ok, d'accord. Donc l'enfant serait malade du fait de la sorcellerie. De la sorcellerie. Okay. Donc,
On a coupé le contact avec la famille du père, Oui. mais il y a quelques jours, le père est revenu à la charge en disant qu'il voulait voir son fils, c'était son unique enfant et tout, et tout, et tout. Donc la mère de l'enfant a accepté de rétablir le contact entre le père et l'enfant. Mais sauf que quand l'enfant revient de chez son père, il recommence à faire des crises. D'accord. Maintenant, la mère ne sait plus. Elle ne sait pas si elle doit faire un retour à l'expéditeur parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle dit qu'elle ne comprend pas comment se fait-il qu'elle envoie son fils chercher du copeau pour faire son follet comme elle fait d'habitude. Oui. On lui ramène juste son enfant dans les mains. Dans les mains, Elle oui. en a vraiment Voilà. ras-le-bol, elle ne peut plus supporter. Donc, soit on lui donne une solution, soit elle renvoie à l'expéditeur. Même si c'est sa propre mère, elle va renvoyer à sa mère. Ah, donc, elle veut récupérer l'enfant, en gros. Elle veut récupérer son enfant en bonne santé. En bonne santé. En gros, d'accord, ok. Ou simplement qu'on trouve la solution pour que l'enfant ne soit plus malade. Oui. Oui. Bon, on n'est pas médecin, bon, bref. On n'est pas médecin sur ce plateau, mais puisque c'est bien joué, c'est bien tenté quand même. Puisque la question du mystique est posée, à l'hôpital, on ne comprend plus ce qui se passe. Si l'enfant n'a pas d'épilepsie et qu'il n'a pas de palud nerveux qui cause également des crises qui s'assimilent à l'épilepsie, Oui. elle ne comprend plus de quoi souffre son enfant. D'accord, mais bon, Bengal sur le plateau, peut-être qu'il y aura la solution à tout cela. Non, mais en réalité, c'est vrai que sur le plan des maladies qu'on ne peut pas comprendre, il y a aujourd'hui au Cameroun des gens qui pensent qu'il y a des maladies dont on ne peut avoir la guérison que par la voie d'un traitement surnaturel. Ça se voit, ça s'entend, ça c'est vrai. Vous voyez des gens aller parfois être malades et vous dire « Oh, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait tous les examens. J'ai fait tous les examens, mais on n'a rien trouvé. » Donc, du coup, lorsqu'on n'a rien trouvé, ce qu'on a comme conclusion, c'est que c'est une affaire mystique. Mais c'est quand même terrible pour ce père de l'enfant parce que 1 an et demi de maladie, on peut bien comprendre. Crise épileptique qui n'en est pas finalement. Ensuite, une maladie où on ne sait pas trop bien ce que c'est. La maman va chez le marabout ou bien chez quelqu'un qui pratique les choses mystiques et qui lui dit, bon voilà, écoute, c'est l'homme en question qui a un problème. On se pose ces questions et quels sont ces hommes qui sont aussi, comme on le voit, cyniques jusqu'à aller faire des pactes et vouloir tuer leur propre progéniture. Je n'ai jamais compris ça. Et j'ai jamais compris des gens qui tuent leur propre progéniture. C'est terrible. J'entends parfois, il y a une chanson de Saint-Bruno où il stigmatise une tribu. Apparemment, là-bas, on fait des enfants. On en fait 10, on vend 7 et on reste avec 3. Alors, attends, on ne peut pas banaliser ça. Ça, c'est inadmissible. Est-ce que ça... Bon, Bengal, est-ce que... D'abord, parce que beaucoup de gens nous regardent ce matin. On est à Mondiovision là. Les gens nous regardent de partout. Du Vatican, vous voulez, de la Mecque. On nous regarde. D'accord. Est-ce que c'est vrai ça? Que des gens vendent leurs enfants? Oui. Flora dit bien sûr. Oui. Justement, j'ai suivi un débat ici. Je ne sais pas si c'était à... Non, c'est pas Equinox. Ça devait être dans... Dans une chaîne... Non, ici, à Regard Social, où un psychiatre, l'hôpital La Cantinée, disait, lui, il a expérimenté, il n'a jamais vu là où on vendait les gens. Je dis, mais vous n'avez pas les gens. mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ah, est-ce qu'il y a une chambre quelque part, où j'ai jamais vu, une chambre où on peut vendre les gens ou sur du commerce? D'accord. Jusqu'à ce qu'on invente le microscope, on ne pouvait pas savoir qu'il existait des virus, des bactéries qui pouvaient produire jusqu'à ce qu'on invente les microscopes. Donc, les microscopes qui servent à voir les gens qu'on vend. Oui, ça tient aussi. Ça tient aussi. Vous prenez la suite. Voilà. Oui, absolument. Non, on tue, on vend, ça existe. Le con, le femme là existe. Le moukouagne. Le moukouagne, ça existe. Oui. On ne vous trompe pas, ça existe. Mais pour le cas précis, effectivement... il est difficile d'établir là. Non, parce que l'enfant n'est pas devant moi pour voir si l'épilepsie lui a été lancée ou pas. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut relever dans la vie d'étude. La maman dit, quand l'enfant est chez elle, il est en bonne santé. Quand on va chez ses parents, il fait des crises. Maintenant, il faut regarder deux choses fondamentales. La première, c'est que est-ce que l'environnement de son papa, parce qu'il y a également l'environnement, je veux dire au-delà du mysticisme, l'environnement peut amener l'enfant à suffoquer, à avoir un comportement pas bien et faire des crises d'épilepsie.
Et l'environnement où vit sa maman est un peu plus sain, il n'y en a pas. Mais d'accord. Peut-être, mais il faudrait voir, est-ce qu'à l'hôpital, on a... Ma question, puisqu'elle dit qu'à l'hôpital, on a fait tous les examens possibles, on n'a rien trouvé d'anormal. Est-ce que c'est possible qu'à l'hôpital, on trouve rien d'anormal et qu'évidemment, on soit pas obligé de conclure qu'il s'agit d'un truc mystique? Oui, absolument. Est-ce que c'est le fait ce que vous appelez la science, là, la science, je l'ai dit, elle est limitée. Elle a même été plus limitée après la Deuxième Guerre mondiale, au point où l'Organisation mondiale de la santé s'est crue devoir donner un certain protocole à certains types de pathologies qu'elle maîtrise. Mais aujourd'hui, on vous dit, oui, il existe même des pathologies rares, un certain nombre de choses. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de revenir à ce que Francis Bacon, un occidental, avait dit. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. En fait, c'est lui qui a commencé même le cartésianisme. Et nous aussi, nous les traditionalistes africains, nous disons, la science existe, mais il faudrait que l'esprit aille jusque là où se trouve la science. C'est pour ça que nous disons toujours et souvent, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et les vrais scientifiques vous disent, j'ai découvert. Ça veut dire qu'en fait, il y a une multitude. La nature est tellement vaste que la science n'a pas encore détecté même le 10e de ce qui existe. C'est pour ça qu'on dit mystique. Et nous ne parlons pas de mystique. Nous disons que c'est ce que la science occidentalisée n'a pas encore découvert. C'est ça en fait. Alors, et nous apportons des solutions à ces genres de choses. Comment va-t-on faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend qu'elle reprenne, on n'en va plus. D'abord, elle semble être dans un environnement où l'enfant peut s'épanouir et que le père de l'enfant puisse le comprendre aussi. Mais comment il fait lui? Il veut voir son enfant, c'est son seul enfant. Oui, mais il vient voir son enfant chez sa maman. Ou alors, il regarde, il consulte. Il consulte. Dominique, non, c'est le seul enfant ou ce seul garçon? Le seul enfant. Le seul enfant. Voilà, mais j'ai omis un détail. Oui. Lorsque elle a accepté que le père de l'enfant renoue le contact, il est allé. Et quand il revient chez sa mère, il recommence à tomber. Et depuis là, son père n'a plus jamais appelé. Plus jamais. Ah non, mais ça, c'est un détail quand même important. Voilà, ça devient important. Donc, en fait, ça veut dire que l'enfant est allé là-bas. On lui a sans doute donné le mets de pistache. Il est rentré avec un mets de pistache. Voilà, oui. Non. Mais est-ce que vraiment, sincèrement, moi je sais pas, si c'est moi qui suis un peu fêlé, mais ce type d'histoire, on entend ça partout dans toutes les familles au Cameroun. Mais est-ce qu'au final, il y a tout du vrai dans ça? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation? Chaque fois, on dit, on est parti quelque part. Il peut y avoir des instrumentalisations, mais il y a du vrai. Maintenant, il faut consulter, parce que quand vous avez mal vous-même, on vous dit, ce ne sont pas les médecins que vous rencontrez dans les compagnies de transport qui vont vous rire. Vous allez dans les médecins conventionnels qu'on connaît. Également, dans ce que vous appelez phénomènes paranormaux, il y a des gens qui peuvent voir, qui ont 4 yeux, comme on dit. Ils peuvent vous dire, ici c'est mystique, ici c'est ça. Donc c'est ce que la maman, je lui conseille quand même. Il y a beaucoup de charlatans qui vous disent que votre oncle a voulu faire ça, votre cousin que vous voyez là, vous en veut, il a après vous, il souhaite. Non, mais au final, au Bengan, je dis sincèrement, je pose la question, comme il le faut, doit-on donner du crédit à ce type de ragot qu'on voit dans beaucoup de familles? Lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre, on est enclin facilement à rejeter la faute chez un tel ou un autre tel. Il faut donner du crédit à 80% à la médecine dite traditionnelle et 20% à la médecine dite moderne. Maintenant, il reste à nos États de savoir lier les deux. Vous ne pouvez pas créer dans vos ministères, les directions, les départements qui sont de la pharmacopée africaine, et vous ne voulez pas que la tradition, la médecine traditionnelle, comme on l'appelle, puisse avoir, j'allais dire, une règle de fonctionnement établie par l'État et les compagnies d'assurance. Parce que si vous vous faites, si moi je vous lave, je vous traite, l'assurance ne va jamais vous payer. Donc, il y a des gens qui meurent comme ça. Parce que oui, il veut que l'assurance, parce qu'il travaille, il faut que l'assurance rembourse. Mais si je vais chez Bombok, et les lave, l'assurance ne va jamais me rembourser. Et vous avez donc le choix. D'accord. Entre le remboursement de l'assurance
et ça me rappelle votre santé normale. Donc, ça me rappelle un programme que j'ai regardé tout récemment, Enquête d'Afrique, où un journaliste venait au Cameroun faire une enquête sur les sorciers du Cameroun et revenu sur le plateau en France, il disait à sa collègue journaliste qu'en fait, il faut faire la différence entre les naturopathes, ceux qui traitent avec les herbes, et ceux qui disent qu'ils traitent des choses paranormales. À quel niveau vous situez la différence entre ceux qui utilisent les herbes et ceux qui traitent des problèmes liés au paranormal? Justement, à deux niveaux. Ceux qui utilisent les herbes n'ont pas toujours la possibilité de voir dans le microscope mais c'est ce qui se passe. Je dirais à ces journalistes, si vous avez ce contact, il aurait pu voir son collègue, son confrère camerounais, François Bingono. D'ailleurs, il l'a vu. Ah voilà, s'il a rencontré François Bingono, je pense qu'il est rentré. Non, il est rentré toujours étant aussi sceptique qu'avant. Ah oui, mais justement parce qu'il pense qu'il vient donc avec un esprit impérialiste, parce qu'il ne peut pas avoir vu François Bingono et avoir encore avoir des doutes sur son raisonnement. D'accord. Non, les naturopathes existent et justement c'est un peu comme dit la médecine moderne aujourd'hui. Il y a des pharmaciens, ils ne sont pas habilités notamment à poser un diagnostic sur le malade, mais il vous dit puisqu'on vous a prescrit tel médicament, je n'ai pas ce médicament, peut-être le pendant de ces médicaments, c'est ça, il vous donne le médicament, c'est ça les naturopathes. Maintenant, ce qu'on appelle, qu'on peut appeler comme les prêtres africains, les marabouts, comme on dit, nous les initiés africains, ils regardent, ils disent, non, cette fille, elle n'accouche pas parce qu'on a attaché ses trompes depuis le bas âge. Mais est-ce qu'on peut donc les associer à cette direction de la pharmacopée africaine du message? Il faut le faire, c'est ça notre plaidoyer depuis 1960. Donc même ceux qui voient des choses qui sont paranormales. Absolument. Vous avez les microscopes à l'hôpital, pourquoi? Et maintenant, ce que les microscopes ne voient pas, d'autres personnes peuvent le voir. D'accord, très bien. Merci. Ça nous fait peur. On a compris. Alors, Chalamel, je me tourne vers vous pour vous demander du point de vue traditionnel. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui arrive à cet enfant d'un point de vue traditionnel, des rites qu'il faudrait faire pour ne plus tomber malade? Monsieur Eric Fopoussi, je commence d'abord par répondre à votre première préoccupation. Ça vous intéresse? Votre première préoccupation. Oui, ça vous intéresse justement. Elle m'intéresse. Oui. Tout ce que vous voulez obtenir demande des sacrifices. Tout ce que vous voulez obtenir dans ce bas monde demande des sacrifices. Tout homme est achetable, ça dépend du prix. Voilà des choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est un conseil que je le donne. Tout homme est achetable, ça dépend du prix. Tout ce que vous désirez dans ce bas monde demande des sacrifices. Donc, si vous voulez avoir des milliards tous les matins à votre réveil et qu'on vous demande de tuer votre enfant, vous le ferez. C'est même très rapide, monsieur Eric Fopoussi. Si vous voulez, un jour, on fera une autre émission. Là, on parle du pacte. Comment se fait le pacte? C'est à partir d'un stylo, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous signez. Tout se passe dans ce stylo que vous tenez. Et il y a une stratégie qui va vous effleurer, comme la prise de la goutte épaisse. Ça éclate, vous avez le sang qui tombe et c'est ça le pacte, c'est pas la signature. À partir de cela, on remonte toute votre filiation et il vous faudra juste d'un miroir et d'une flèche pour pouvoir donner qui vous voulez. Donc ça c'est en passant. Je voulais juste répondre en disant c'est faisable. L'autre chose, monsieur Rifopoussi, c'est que le problème de cette histoire, dans cette histoire, il n'y a pas de choses. C'est la dispute de l'enfant. Qui veut l'enfant? La mère veut l'enfant. Le père veut l'enfant. La dispute pour le contrôle de l'enfant. Non, l'appartenance de l'enfant. D'accord. C'est là où se joue tout. La mère veut avoir l'enfant. L'appartenance est différente de contrôler l'enfant, je veux comprendre. Oui, c'est différent. Elle veut récupérer son enfant. Le père veut récupérer son enfant. Ça, c'est dans le nœud. Mais, monsieur Fopoussi, quelles sont les stratégies utilisées pour récupérer l'enfant? L'homme peut avoir assez de pouvoir, la femme pas. Quel est l'argument premier qu'on met devant la sorcellerie? Qui est l'instigatrice? C'est la mère. Fais attention là où tu pars. La maison de ton père n'est pas bien. On traumatise l'enfant. On prépare l'enfant. Tout ce qu'on te donne chez ton père ne mange pas. Fais attention. Prends le produit, si va quand tu es chez ton père, tu lèches. Voilà comment. Oui, ça me rappelle des pratiques qu'on voit dans les familles. Les femmes prédisposent leurs enfants à fuir leurs parents.
Le père. Tu vois, oui, pardon, le père. Clair, non. Je connais les quartiers où monsieur il faut aussi des enfants. J'ai été témoin de cela. Où une fille a vu son père. Elle a engagé la course. Elle a engagé une course. J'ai rattrapé l'enfant, j'ai dit c'est comment? Elle dit que ma mère m'a dit que si je vois mon père qui me regarde dans les yeux, je vais mourir. Voilà pourquoi l'enfant fuit. Ne frappez pas de la bouche. Ne frappez pas de la bouche, Florazé. Si je vois mon père me regarde dans les yeux, je vais mourir. Mon père est dans la colère. Voilà des méthodes que les femmes mettent. Traumatisant l'enfant. L'enfant n'en a rien. L'enfant n'en a rien, monsieur Rifoposi. C'est parce que sa mère t'a inoculé qu'en dormant la nuit chez ta mère, chez ton père, on va te visiter. Non, mais est-ce que ça peut... Elle dit que Il elle a rencontré un marabout qui lui a dit que le père était dans la sorcellerie. Alors maintenant, est-ce que le marabout a fait du charlatanisme? C'est la question qu'on pourrait également entre sa vérité et la vérité du père, il y a la vérité. Qui vous dit que ce qu'elle dit, c'est la vérité? Qui dit que ce que le marabout a dit, c'est la vérité, monsieur le Fomoté? Oui. Il faut mettre les points d'interrogation. On est en face d'un enfant traumatisé. On est en face d'un enfant. Quand il rentre chez sa mère, il est bien, il n'a pas besoin de médicaments, il n'a rien. Vous pensez qu'il faut absolument être près du père pour qu'il avale son fils? Si vous parlez de sorcellerie, vous pensez qu'il faut être près de son père pour qu'il avale? Arrêtez ça, monsieur le Fomoté. On sait pas dans quoi il est. On a dit que les gens avaient la sorcellerie. Arrêtez ça. Voilà, restons sérieux. Restons sérieux, monsieur le Fomoté. Vous dites qu'il n'a pas besoin d'être chez sa mère. C'est pas plus facile d'allumer cet enfant de ta mère que chez ton père. C'est une précision importante, ça. Oui, c'est plus facile même de le finir chez sa mère que chez le père. Parce qu'en le finissant, on va vite couvrir le feu, mais quand c'est sa mère, c'est plus facile. Donc c'est un enfant qui est traumatisé. Permettez-moi d'employer ce type d'expression. C'est un enfant qui est traumatisé. C'est un enfant qui a été véritablement moulé dans la gaine de sa maman, qui lui dit ton père n'est pas bien, ton père n'est pas sérieux, ton père dit pas pour toi, Donc, ton père ne s'occupe pas de toi, en gros, ton père... L'enfant souffrirait d'une maladie psychologique. Psychologique. Ça veut dire que l'enfant a accumulé des peurs, des hantises, Voilà. et chaque fois qu'il va chez son père, Il développe... en rentrant, il développe que Non, pas en rentrant, monsieur il faut Non, pousser. parce que Et même chez son père. non, là-bas, il développe Non, monsieur il faut pousser. Ayons le courage de dire que le père tâche de donner l'information. Accusons le père là aussi. Volontairement, accusons le père. Il fait des crises, le père n'appelle pas la mère. Parce que lorsqu'il rentre, c'est qu'il développe sa continuité de commencer quelque part. Donc il faut être donné en entier. Oui, monsieur, il faut pousser. Alors, on fait un développement Oui, non, simple. il faut faire la part des choses. Mais moi, je dis ceci, Chalamel, comment donc elle doit, puisque c'est elle qui nous a contactés, c'est elle qui est dans un besoin actuellement, elle veut savoir ce qu'elle doit faire. Doit-elle désormais couper les ponts avec, entre cet enfant-là et son père, ou simplement chercher à trouver une solution pour que le père n'ait plus l'emprise qu'il semble avoir sur l'enfant du point de vue des maladies qui sont développées par l'enfant chaque fois qu'il y va? Monsieur il faut pousser. Vous savez, il y a, lorsque l'enfant naît, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Vous savez, il y a le cordon, lorsqu'il tombe, c'est le père qui enterre. Si moi, j'ai envie de faire mal à mes enfants, je n'ai pas besoin d'avoir mon enfant près de moi. Je vais là où est le cordon ombilical de mon enfant. C'est là où je frappe et je sais quoi frapper. Je sais quoi dire, monsieur, il faut pousser pour la tête. Ah oui. Et c'est la raison pour laquelle on dit non. C'est la raison pour laquelle on dit la main qui n'a jamais béni ne peut maudire. La main qui n'a jamais béni ne peut maudire. Donc, monsieur, il faut pousser. Là où on se retrouve, on est dans une situation où la mère doit enlever ce qu'elle a mis dans la tête et l'esprit de l'enfant. Voilà l'enfant qu'on a pris, on a amené chez les marabouts. On a dit au marabout, toi-même, dis l'enfant comprend. L'enfant écoute. L'enfant écoute. Il ingurgite les faussetés. On inocule à la fois. Parce que c'est ça les femmes. Je vous le dis, c'est ça les femmes. Elle amène l'enfant. Donc, pour la solution, c'est qu'elle arrête. Qu'elle arrête ses manœuvres, voilà, et qu'elle recommence à créer un courage de dire à l'enfant que je t'ai menti. Parce qu'il faut qu'elle arrête et dire je t'ai menti, je t'ai trompé, je l'ai fait. On a vu des femmes, monsieur Foupoussi, qui ont caché l'existence du père à l'enfant pendant des années, et c'est à la fin qu'elle a dit voilà ton vrai père quand l'enfant a commencé à menacer. Donc je pense qu'il faut qu'elle crée et qu'il y ait une assise
une assise familiale. D'accord, très bien. Alors, je peux vous rassurer, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, Chalamel, mais qui comprennent la logique de ce que vous dites. Hein, parce qu'il y a quand même une logique dans votre argumentaire ce matin qui pourrait évidemment être plausible. Alors, Florazé, vous avez semblé vous agiter. Oh mon Dieu, je ne vous ai pas autant vu comme ça depuis des mois et des mois. Qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, mais je veux dire, pourquoi vous mettez en mouvement de manière aussi exponentielle? Lorsque Chalamel, qu'est-ce que Chalamel, vous savez, on a eu une discussion très chaude avant l'émission, très chaude avant l'émission. Vous avez tenté de me chambrer sur ce plateau. Voilà, comprenez que je puisse faire un peu de rancune. Chalamel doit être sérieux dans l'histoire du jour. Non, au lieu de dérouter les téléspectateurs, l'histoire est très claire. Nous savons tous que cet enfant a commencé ses crises chez son papa. La dame a été honnête. Voilà une dame qui a refait sa vie parce que ça va peut-être marcher avec le monsieur, peut-être même parce qu'on connaît comment sont nos hommes. Il a abandonné cette dernière avec cet enfant. La dame estime que pour que l'enfant ait... C'est vrai, ça n'a pas réussi. Elle voulait fonder une famille, tout n'a pas très bien marché. Voilà le monsieur qui vient renouer. 10 ans plus tard, il débarque parce qu'il ressent en lui qu'il est papa, il a un enfant, il a un fils. Et ben on dit c'est le fils unique. C'est comme ça que ces hommes sont. C'est-à-dire qu'il ressent ailleurs, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, il ne peut plus avoir d'enfant ailleurs. Il se rappelle qu'il y a un enfant qu'il a abandonné il y a 15 ans. Il revient. La dame qui est dans une relation, parce que je suis que cette dame est déjà dans une relation, elle regarde son enfant et voit le père et dit ok d'accord. Entendons-nous, j'accepte que l'enfant renoue cette la chaleur paternelle. Oui, parce que vraiment, c'est un garçon quand même, etc. Oui. Et tout. Donc, de façon logique, et je suis d'accord avec ce procédé, parce que j'estime que les enfants qui vivent, enfin, qui sont éduqués ou qui vivent dans ce type de famille, soit recomposés ou alors monoparentales, c'est difficile pour eux. Donc, je suis d'accord quand Chalamel parle du côté psychologique de l'enfant. Je suis totalement d'accord. Mais maintenant, est-ce que cet homme est marié? Vit-il seul? C'est quoi son environnement? Tout ça compte. Moi, je parle de la sorcellerie, les voyants, marabouts et tout. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, vous n'y croyez pas. Oui, je dis non. Parce que, bon, l'environnement compte pour beaucoup. Oui. Que le monsieur soit un vampire ou pas. Comment vit-il au quotidien? Ça également, ça peut troubler l'enfant. Mais maintenant, dans l'histoire, les gens nous disent, il y a un miel de pistache qui est passé par là. Le papa a dit, va. L'enfant vit avec qui? Le monsieur vit avec qui au quotidien? C'est ça, ça compte. Donc la maman, c'est normal. L'enfant a vécu toute sa vie avec sa mère. Il a un environnement qu'il a adopté. Alors subitement, vous changez cet environnement pour l'enfant. C'est tout à fait normal qu'il y ait des répercussions sur l'enfant. Et ça va encore plus loin. Moi, je crois en la spiritualité. Il faut pousser. Je crois que le bien et le mal existent. Et je crois qu'il y a des choses qui se font parce que la vie n'est que spirituelle. Ça, le matin, quand moi je me réveille, je prie, je fais ma prière matinale. Parce que c'est qu'il y a un être suprême que je ne vois pas, mais qui a une... Qui a une couverture, voilà, qui me protège. En gros à cette femme de prier. Non, je vais terminer pour dire qui me protège. Oui, c'est trop facile. Non, oui, parce que je n'ai pas parlé 20 minutes. Oui, c'est trop facile aujourd'hui. En détournant les téléspectateurs, non. C'est trop facile aujourd'hui de venir incriminer une femme. Non, c'est trop facile de venir incriminer une femme qui a élevé toute seule son enfant. Donc, monsieur de nous dire. Permettez à oui, les gens vont passer. Monsieur de nous dire réellement où il a plongé l'enfant. La dame de prier et de délivrer son enfant. Permettez à Dominique Audrey Oyengelek de donner également sa part de vérité et son opinion sur l'histoire de ce matin. Moi, je dirais d'abord à la mère, si vous avez l'occasion de renvoyer ce qu'on a fait à votre enfant, vous le faites. Vous le faites. Non, je veux dire... Le retour à l'expédition. Oui, parce que quand l'enfant la tombe, il se cogne la tête sur le sol. Aucune mère ne peut supporter de voir son enfant comme ça. Personne. Donc pour vous, c'est elle pourrait d'amputation. Oui, sauf que si la personne est plus forte, ça vous prend. Préparez-vous. Vous le faites parce que votre enfant a à peine 18 ans. Il n'a même pas encore commencé à vivre. Il n'a même pas encore commencé à vivre. Et vous allez le perdre comme ça pour une histoire de quoi? Je ne sais pas de quoi Chalamel parle. Ce n'est pas parce que tu dis à ton enfant que ton père est méchant, que ton fils va cogner sa tête sur le sol ou bien qu'il va s'écrouler partout en route quand on l'envoie. Non, la mère n'a rien fait.
Elle n'a rien fait. Vous n'avez rien fait, madame. Je dis qu'elle cherchez. Si vous trouvez quelqu'un qui peut soigner votre enfant et rendre la personne qui lui a fait sa maladie, vous le faites. Voilà, vous lui réglez son compte. Vous lui réglez son compte. Ouais. Voilà, Dominique Audrey Oyengeleng avec nous ce matin sur ce plateau. Elle a arrêté un peu. Mais Chalamel, Ce qu'elle dit dans le point non, Chalamel, Chalamel, je vous suggère de l'accueillir sur ce plateau avec, voilà, un peu de compassion. On va s'arrêter là et on va lire les messages en deuxième partie. Voici la colère de Chalamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'importation massive de l'huile de palme dans ce pays. À quoi nous aura-t-il servi d'adhérer en juillet 2018 au programme Tropical Forest Alliance, TFA 2020? Comment comprendre qu'après des années de splendeur totale, le Cameroun se retrouve à importer environ 5000 tonnes d'huile de palme, soit 120 000 tonnes d'huile de palme à raison de 10 000 tonnes par mois? Comment comprendre que le Cameroun soit à ce jour dans l'incapacité de satisfaire les besoins des consommateurs en demande d'huile de palme? Comment comprendre que tous ceux qui se sont lancés dans l'activité de l'huile de palme continue à travailler comme ce monsieur de manière archaïque? C'est ça le Cameroun. Comment comprendre que la production nationale ne suffit pas pour couvrir les besoins nationaux, obligeant le pays depuis quelques années à exporter environ 120 000 tonnes d'huile de palme brute par an? On importe à gauche, on importe à droite. Comment comprendre cette mauvaise manie de dissimulation des cargaisons à des fins de spéculation, telles qu'organisées parfois par certains industriels? Comment comprendre que le Cameroun soit l'un des derniers pays à définir le principe de production durable de l'huile de palme? Comment comprendre que le Cameroun, qui est actuellement le troisième plus grand producteur d'huile de palme en Afrique, avec une production annuelle estimée à 230 000 tonnes, se retrouve dans les labyrinthes contigus de l'importation? Comment comprendre que la somme de transformation des produits agricoles soit encore faite de manière artisanale, mieux archaïque? Comment comprendre que l'État camerounais ne réussit pas à organiser les producteurs locaux qui occupent 100 000 hectares de terre contre 70 000 hectares pour les entreprises afin de revoir la hausse des fruits? Comment comprendre que les producteurs locaux, grands employeurs, se retrouvent à pratiquer des prix déconnectés de la réalité qui ne peuvent leur permettre de suivre la concurrence du marché international? Comment comprendre ce faible engouement pour l'huile de palme au sein de la population rurale? Pourtant, on sait que seule l'huile de palmiste a des dérivés qui peuvent ouvrir des emplois directs et indirects, plus de 100 000 emplois directs et indirects. Comment comprendre que la culture des plants sélectionnés de palmiers à huile exige beaucoup d'efforts avec à la clé peu de profit? Comment comprendre ce désintérêt progressif des jeunes dans une logique de contestation, mieux la guerre de l'huile de palme, organisée entre les industriels et les producteurs locaux? Comment comprendre que les projets villageois soient dans la plupart des cas récupérés par ceux venant des villes, ce qu'on appelle les élites, et les immigrants de longue date? Savez-vous en date, et en guise d'exemple, que les planteurs abandonnent cette affaire de culture du palmier à huile parce qu'une fois la collecte des régimes assurée par l'acheteur en date, le planteur est payé seulement à la fin du mois. Et lors du versement de son dû, il rembourse la mensualité de crédit à long terme et celle du prêt de campagne. Conséquence, il ne lui reste plus rien. Aujourd'hui, les anciens planteurs de palmiers à huile font tous la moto dans certains villages.
Savez-vous que les villages les plus affectés par ce processus d'expropriation des terres s'égrènent le long de la nationale numéro 5? Il s'agit de Bomonoba Bengue, Bomonoga, Kapa, Bekuma, Souza, Kompina, Maleke 1, Maleke 2. Allez donc faire un tour du côté du nord Mao, du nord Makombe, pour comprendre ce que devient l'huile de palme de ce côté. Savez-vous que certaines entreprises sont à l'affût des terres fertiles exploitées par les planteurs et n'hésitent pas une seule seconde de temps pour moi à utiliser les voies répressives des voies administratives pour exproprier les populations? Savez-vous que certaines structures industrielles sont allées en complicité avec les autorités administratives jusqu'à interdire la commercialisation de l'huile de palme sur les marchés permanents, les marchés périodiques ou les trottoirs, ainsi que sa consommation dans les villages proches de l'usine? Savez-vous que certains gendarmes sillonnent en permanence certains marchés et effectuent des descentes inopinées dans les pressoirs traditionnels identifiés par des agents de renseignement recrutés parmi la population moyennant rémunération afin de décourager ceux qui cassent les pieds aux ingénieurs? Voilà l'avenir de l'huile de palme qui aujourd'hui se retrouve dans un labyrinthe tout à fait noir. L'huile de palme, quand est-ce qu'on va encore le retrouver dans nos mets de coquilles, dans nos mets de couscous, dans nos mets de maïs? Mon Dieu, on se pose cette question. On aimerait bien le manger, l'huile de palme, bien pilée avec du haricot et du plantain mûr, M. Eric Fopoussi. La bonne huile, l'huile de chez nous. Mais hélas, on importe. Voilà, Monsieur Batchou Chalamel. Alors, nous sommes au littoral et j'aimerais évidemment rendre hommage à une localité de cette région, Manengolais, où on trouve de la très bonne huile de palme. Je le dis parce que, évidemment, généralement, on y va pour s'y procurer. Très bonne colère ce matin, Chalamel. Vous avez raison de vous tromper, pas de vous tromper, vous avez raison de vous indigner contre cela, parce que vous savez que le Cameroun a une production annuelle d'huile de palme de 265 000 tonnes par an. Par rapport à l'an dernier, ça a remonté de 55 000 tonnes selon les chiffres officiels, parce que l'an passé, on était à 210 000 tonnes de production d'huile de palme au Cameroun, donc désormais, nous sommes à 265 000 tonnes de production. Mais sauf que ce qui dérange, c'est que la demande au Cameroun est de 325 000 tonnes par an. Donc le Cameroun est obligé par an d'importer 100 000 tonnes d'huile de palme pour couvrir sa demande, 100 000 environ, j'ai dit. 100 000 environ. J'ai dit 100 000 environ. Donc on peut, les chiffres, on peut les remonter comme on peut. Donc 100 000 environ de production par an pour combler justement ce déficit structurel. C'est clair. J'ai un peu aussi, Chalamel, de la peine avec cette question parce que vous savez que la dernière actualité sur l'huile de palme et le palmier à huile au Cameroun, c'est que des ONG viennent d'assigner Bolloré en justice sur cette production tout récemment. Donc vous savez que Bolloré détient des palmeraies au Cameroun comme on n'en voit pas ailleurs en Afrique. Je voulais vous faire mention de Manengolais. Voilà, donc autant vous le dire. Alors bon, Bengane, sur cette question, quel est votre commentaire? Deux choses fondamentales qu'il faut relever. La première chose, c'est que au départ, l'exploitation du palmier à huile était coloniale. Et la transition n'a pas, bon, j'allais dire, n'a même pas encore commencé. La transition n'a pas eu lieu. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que le palmier à huile, parce que vous parlez de l'huile de palme, en fait, il s'agit du palmier à huile en lui-même, qu'on n'a pas intégré comme donnée essentielle dans la culture camerounaise, dans la culture africaine. Parce que ça aurait donc pu amener à ce qu'on peut appeler un projet intégré. C'est-à-dire la culture de l'huile de palme. Il y a du palmier à huile, il y a l'huile de palme, il y a les palmistes, il y a le savon, il y a les feuilles, parce que lorsqu'on fait les charges-mouches et tout, parce qu'en fait, le palmier à huile, j'allais dire, c'est l'un des arbres les plus essentiels dans la culture africaine. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à évoquer la question parce que les ONG environnementales, justement, estiment que le palmier à huile a un impact sur l'environnement tout à fait néfaste. J'ai dit, cette question elle est importante, Chalamel. J'ai du mal à l'évoquer parce qu'il y a donc ces ONG environnementales qui ne souhaitent pas qu'on puisse vulgariser les palmiers à huile. Oui, mais
Absolument, passer ça détruit la terre, c'est vrai, on le comprend. Mais le problème qui s'est passé chez nous, parce qu'on n'a pas fait des programmes intégrés, on a cultivé le palmier à huile justement pour extraire de l'huile simplement. Or, le palmier en lui seul a beaucoup, j'allais dire, de vertus qu'on aurait pu. C'est-à-dire qu'une exploitation d'une palmeraie intègre beaucoup de choses, donc amène à plusieurs industries qu'on pourrait créer. Mais nous, on est limité à l'huile de palme. Et que fait-on des palmistes qui restent? C'est le manyanga. Est-ce qu'on a imaginé, par exemple, une industrie du manyanga? Et aujourd'hui, tout le monde sait, oui, il y a des laits tantampion, des laits ceci. Est-ce que le manyanga, en édition, vous parliez tout à l'heure de la pharmacopée africaine, il y a une donnée essentielle, le vin de palme. Est-ce qu'on a imaginé des industries brassicoles avec le vin de palme? J'ai dit non, on ne l'a pas fait. D'abord, l'huile, quand vous extrayez l'huile de palme, vous coupez le palmier à huile, donc j'avais dire, le tronc qui reste produit les chenilles. Et ces chenilles... Vous allez oublier ça, les chenilles de Mohamed. Voilà, les chenilles, c'est une industrie. Donc, en fait, le palmier à huile, c'est toute une histoire. Si on veut, je veux dire, si on intègre une bonne politique agricole, peut développer ce pays en lui seul au moins à 40%. Peut participer au produit intérieur brut à au moins à 40%. Sauf qu'après, c'est vrai, vous avez évoqué... C'est donc resté de type colonial, malheureusement. Vous avez parlé de ses vertus en général, mais vous savez qu'il y a une question qui intéresse les Camerounais, la question de l'huile de palme, qui est évidemment, on va le dire, la fonction principale. Comment donc avoir au Cameroun de l'huile de palme à suffisance qui puisse évidemment combler la demande de plus en plus forte de Camerounais qui sont friands d'huile de palme? On ne pourra pas. On ne pourra pas, puisqu'en fait, hier, que ce soit la CDC, Soca nous ferme Suisse, ça ne nous appartenait pas. Avec les privatisations ou la réforme économique faite dans le monde, vous avez parlé, les multinationales ont repris le palmier à huile, donc ça ne nous appartient pas. Même en 74 et 75, lorsque les Malaisiens, les Indonésiens sont venus à prendre le palmier à huile chez nous, ils ont allé développer, sont les premiers producteurs aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça nous rêve? Même les savonneries, nous n'en avons pas. Donc en fait, la politique coloniale de l'huile de palme, c'était pour les enrichir. Et nous, c'était pour, comment je veux dire, faire un peu le sourire, le corps et tout ça. Et je rappelle évidemment qu'il n'y a pas que Bolloré qui est épinglé par les ONG environnementales. Il y a, souvenez-vous, en son temps, la firme Héraclès, dans le sud-ouest, qui avait été également épinglée par... on leur donnait un hectare à 1500 francs. Voilà, tout à fait. C'était totalement hors de portée, il faut le dire. Alors, Chalamel, sur cette question, vous dénoncez une situation intenable. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous parcourez les cours d'archéologie, tout bon archéologue qui descend sur le terrain faire des recherches, lorsqu'il voit le palmier à huile, la première chose, il sait que des hommes ont vécu dans les alentours, il commence à chercher. Le premier indicateur de vie humaine en archéologie, c'est le palmier à huile. C'est pas aujourd'hui qu'on utilise l'huile, le palmier à huile. Je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que si ce n'est un projet d'assassinat collectif, le Cameroun devait être de très loin le pays le plus développé. Voilà la Malaisie, où 25 millions de personnes bénéficient des emplois indirects, des retombées indirectes du traitement et la gestion du palmier à huile, monsieur Eric Fopoussi. 25 millions. Les producteurs locaux ont 100 000 hectares de terre. Alors, contre 70 000 pour l'agroalimentaire. Je rappelle que, évidemment, dans les récriminations qui sont portées contre la firme électricité, il y a également la maltraitance des employés qui estiment être maltraités. Monsieur il faut aussi, le besoin mondial est important. On a besoin de l'huile de palme, sur le plan mondial. Donc ça suppose que jamais on ne va pouvoir combler les besoins. Au contraire, ils se battent pour agrandir, procéder à l'extension, quitte à ce qu'on finisse même avec les villages. Rappelez-vous comment les zones de Kapa, les zones de Bomono ont été créées. Si vous vous rappelez comment ces zones ont été créées, on a délocalisé les populations de leurs villages, monsieur Eric Fopoussi, pour la création de certaines palmeraies. Ça, c'est à l'époque des Allemands. Si on vous raconte comment ça s'est passé, vous devez comprendre. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se lancent. Vous avez une chasse à l'huile. Faites le tour dans toutes les zones citées. Allez même au niveau, je vais vous citer des zones phares. Vous allez à Tongo, vous allez à Fanda, vous allez à Moya, Kombakwa, Mbiam, Basumdia.
Vous allez un peu plus bas, monsieur, il faut aussi le nom de ce village, on va retrouver là, on fait de l'huile. Vous allez vous rendre compte que cette huile n'est en rien utilisée par les populations. Aujourd'hui, Andungé, pourquoi pas? Mandungé, oui, monsieur, il faut aussi. Oui, là, vous limitez dans le Bongo, mais je peux vous aider. Non, là, je suis dans le nord, ma tombée. Oui, voilà, allez dans le village de Toyembo, que vous allez à Mouanko. Vous allez voir que les populations n'ont rien bénéficié. D'accord. Alors qu'avec cela, vous pouvez être dans le secteur de l'agroalimentaire, les huiles de table, les huiles de friture, margarine, matière grasse, dans le secteur de l'oléochimie, vous pouvez avoir, monsieur, le cosmétique, les savonneries, les lubrifiants, je dis l'huile de palmier est partout. Or, on peut avoir ces usines au Cameroun, les développer pour permettre au Cameroun d'être au devant et d'être peut-être même d'avoir atteint avant même 2037, on serait plus émergent. Je rappelle que le Gabon qui a pris chez nous l'huile de palme est désormais un importateur. Le Gabon nous importe, comment dire ça? Exporte, nous importons l'huile de palme du Gabon. Voilà, pour qu'on comprenne très bien. Et ça à moins de 10 ans, parce que le président Ali Bongo lance le projet Graines en 2010. Tout à fait. Donc, en moins de 10 ans, ils ont réussi déjà à venir combler le déficit camerounais en termes de demande d'huile de palme. C'est exceptionnel. On va s'arrêter là pour cette première partie de ce programme, madame, monsieur. On marque une pause. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Equinox Télévision qui, comme vous le savez, a son slogan « Au-delà de l'image, nous rendons compte ». Donc, on ouvre un chapitre important à partir de maintenant, puisqu'il y a beaucoup de sujets qu'on mettra sur la table, de très, très gros dossiers. On a préparé toutes nos notes pour cela. Mais avant, on va, avec vous, Florazé, lire quelques messages de nos téléspectateurs. Alors ça, c'est vraiment, j'ai pris un message par rapport à la colère de Charles Hamel. Ça, c'est vraiment malheureux et déplorable pour un pays comme le Cameroun qui occupe le 3e rang du pays producteur d'huile de palme en Afrique, de voir également un homme marcher avec des pieds pour faire ressortir de l'huile. Ah d'accord, oui, donc piétiner les pulpes, ça également, c'est très triste. C'est comme ça qu'on le fait. Donc c'est encore archaïque. Voilà. Ça, transformation de l'huile de palme. Autre réaction ce matin, depuis quand est-ce qu'on peut développer en comptant sur le palmier à huile? Comment ça? Juste ça. Peut-être oui, c'est juste ça. Peut-être qu'il s'interroge ou alors il nous informe que c'est pas possible. Depuis qu'on peut... non, mais s'il dit que... On peut développer à travers le... Non, non. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Il dit depuis quand on peut se développer en ne comptant que sur l'huile. D'accord. Qu'on a pris. Oui, c'est qu'un pan qu'on a pris. On n'a pas dit que c'est la panacée, que c'est le seul secteur dans lequel il faut s'engouffrer. Oui, et moi j'ajoute que si on fait du palmier à huile une industrie, il n'y a pas que l'huile de palme. Voilà. Il y a le manyanga qu'on peut transformer en d'autres choses. Voilà. Il y a le vin qui y sort, il y a les chénites, il y a même les feuilles, les palmes qu'on peut utiliser. Donc le palmier à huile, c'est une industrie. Et moi, je mets qui au défi, on peut faire ce débat avec n'importe quel économiste qui peut nous apporter au moins 40% dans notre pays. Même la transformation, le biodiesel, à travers le palmier à huile, on a le biodiesel. Parce que dans le palmier à huile, en fait, on ne jette rien. D'accord. Voilà. Mais vous savez qu'après, il y aura, je pense que pour celui qui nous écrit, il y a la composante développement durable. Vous savez, le Cameroun également est à partie à de nombreux accords internationaux, notamment celui de Paris 2015, COP21. On ne peut pas continuer à avoir des énergies, continuer à avoir des facteurs de pollution on comprend, mais sauf que le palmier à huile. Puisqu'on ne l'a pas industrialisé comme il le fallait, on est donc obligé d'avoir des vastes exploitations. Mais si on veut en faire une industrie, c'est-à-dire que 10 hectares de palmeraie ne vous permet pas seulement d'avoir de l'huile de palme, ça peut se régénérer au bout d'un certain nombre d'années. Donc parce que ici chez nous, ce qui cause là, vous avez raison, et ces ONG aussi, c'est que puisque c'est l'huile de palme qu'on recherche, à un moment on coupe, on continue. Qu'est-ce qu'on fait des palmistes qui tombent? Qu'est-ce qu'on fait du reste du palmier qui va rester là 30 ans? Donc c'est ça qui fait problème. Qui fait qu'on sera obligé de dévaster les forêts. Or, on en fait une industrie
10 hectares, on peut en exploiter pour une période de 20 ans et plus. Pourquoi pas aussi permettre aux nationaux de prendre le contrôle absolument. De la production de ces, des terres qui sont allouées donc à ces palmiers à huile. Alors, non, avant vous, Chalamel, je voudrais écouter Dominique Audrey Oyengelek sur cette question. Permettez-moi de l'écouter sur cette question. Allez, que pensez-vous de cette dénonciation que fait Chalamel ce matin, Dominique Audrey Oyengelek? Pour quelqu'un qui passe constamment le temps dans la cuisine, c'est difficile. Vraiment, c'est quasiment même impossible de faire véritablement la cuisine parce qu'il y a des mets qu'on fait exclusivement avec cette huile-là. Et maintenant, lorsqu'on va dans les marchés, le prix, il est très haut et maintenant la qualité laisse même à désirer. Je pense que le Cameroun fait partie d'une organisation qui tend à vulgariser la production des palmeraies, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, à travers, on va limiter la dégradation et la déforestation, mais on va augmenter les palmeraies. Je pense qu'il faudrait accélérer les choses. D'accord, très bien, accélérer les choses, c'est compris. Alors, je rappelle que le Cameroun a un déficit, vous l'avez dit, Chalamel, de 120, qu'on importe 120 000... 10 000 par mois, 10 000 tonnes par mois. Oui, 120 000 tonnes. Vous savez, vos chiffres et les miens ne sont pas les mêmes. 10 000 tonnes l'année dernière. Moi, j'aime... Les gens non, mes chiffres sont à 100 000 tonnes. Oui, c'est 100 000 tonnes l'année dernière. 2017-2018. Au Cameroun, oui, mais j'ai les chiffres aussi. Voilà, donc non, c'est vrai que vous avez... j'ai mes chiffres aussi. C'est la réalité que nous avons parce qu'il y a cette spéculation qui a été lancée dès le premier mois de janvier. Il n'y avait pas d'huile sur les marchés, monsieur Eric Fopoussi. On a créé la spéculation, les gens cachent. Ils cachent des cargaisons. On attend. Pour créer la pénurie. On crée la pénurie et on se retrouve à commercialiser. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que, M. Eric Fopoussi, on n'a pas, l'État du Cameroun n'a pas pris sur lui d'encourager les acteurs du secteur de la palmeraie. Pourquoi? Nous avons 100 000 hectares qui sont tenus par les producteurs locaux, que ce soit dans la Sanagamati, c'est combiné, c'est-à-dire sur tout le territoire, c'est 100 000 hectares contre 70 000. 70 000, que peuvent 70 000? Il faut voir donc la bagarre de ceux qui ont 70 000, c'est tout faire pour récupérer à ceux qui détiennent les 100 000 hectares. Voilà la première bagarre. La deuxième bagarre, c'est que pendant longtemps, et ça il faut le dire, on a fait comprendre aux Camerounais que l'huile était de mauvaise qualité. C'est une mauvaise huile. La consommation de l'huile de palme n'était pas bonne. Vraiment, l'huile de palme, le cholestérol, les maladies, tous ont abandonné. Tous ont abandonné, on a abandonné l'huile. On est entré dans les huiles, je sais pas comment vous appelez, raffinées. Pourtant, vous l'avez réalisé que voilà, le vous avez abandonné. Le coquille a palme. commencé à disparaître. Vraiment, le coquille là, il a trop d'huile. Le mec, vraiment, il y a trop d'huile, je ne veux pas entrer. Ah, je ne veux pas manger le mbongo parce qu'il y a trop d'huile qui a été versée. Ça a créé. Les gens ont commencé à se retirer de cette affaire sur tout le terrain. Après, on s'est rendu compte que l'huile est bonne. L'huile est de meilleure qualité. Qui s'est rendu compte? Le Cameroun, puisque c'est demandé le consommateur. Elle demandait à l'extérieur, monsieur il faut pousser. On dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est arrivé? Chacun a commencé à revenir, manger comment on appelle, le plantain mur avec de l'huile, brûler le macabo au feu avec de l'huile. Mais oui, vous nous rappelez. Non, oui, mais la vérité, des souvenirs enfouis et nostalgiques. Oui, parce qu'à 80%, nos mets traditionnels sont à base d'huile de palme ou à base de pulpe de noix. Oui. Nos mets traditionnels sont faits, donc on a toujours consommé et on connaît les valeurs nutritionnelles de l'huile de palme. Je crois que non. Il y a des géants de l'agroalimentaire qui contrôlent tout et qui ont piétiné les Camerounais. Qui contrôlent la communication. Oui, la communication, la transformation. Les laboratoires pharmaceutiques pour il faut le dire. Sur la consommation. Ils ont piétiné les Camerounais, ils n'ont jamais respecté leurs engagements. Les communautés, Chalamel est revenu sur ça. Ils n'ont attendez, ils n'ont jamais respecté les Camerounais. Que vous avez ce matin. Hein. Parce que moi, je sais que quand vous dites que les gens sont en train de revenir à l'huile de palme, est-ce que les gens s'étaient désengagés de l'huile de palme? Oui. Parce qu'on vous dit qu'au Cameroun, il y a un déficit. Je vous dis que les Camerounais veulent de l'huile, il n'y en a pas. Je vous dis, Chalamel a raison. À un moment donné, vers les fin des années 80, les gens commençaient à dire, parce que là aussi j'accuse la médecine, on vous disait, ah oui, l'ulcère d'estomac là qu'ils ont beaucoup mangé. Alors qu'il a fallu un autre groupe de médecins pour leur dire que maintenant, en fait, le taux de prévalence du diabète est même
la conséquence de l'occidentalisation de votre alimentation pour qu'on revienne à l'huile de palme. Parce qu'à un moment, on dit, ah, c'est le cancer. Quand vous voulez rendre ça, ceci. Je vous ai dit, ce débat a eu lieu ici pendant au moins 3 ans. Et les gens fuyaient. Ok, le tarot, à un moment donné, on ne mangeait plus le tarot. On ne mangeait plus le tarot. Vous ne mangez plus. Non, je dis on ne mangeait plus. Regardez la recrudescence des lieux de tarot maintenant. Voilà, à tout moment. Est-ce qu'on peut manger? Les Camerounais sont des grands bouffeurs, entre guillemets, du héros, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut manger le héros sans huile de palme? Est-ce que c'est... On mélange les gens de base. Le coq, il y a toujours la pulpe de nous. On mélange les deux. Donc les Camerounais ont toujours aimé l'huile de palme. Donc il n'y a pas eu une tension. Et malgré la communication... La communication extérieure voulait nous enlever. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Vous savez, on a soulevé la question des abattoirs. À côté de la question des abattoirs, on a soulevé celle des dérivés. Oui. Les brosses qu'on pouvait obtenir, le sandwich, les saucissons qu'on pouvait obtenir avec la viande, les corned-beef et tout. Nous n'avons pas au niveau de nos abattoirs, c'est des conneries. On a soulevé la question du coton. Le textile ne sert pas au Cameroun, mais pourtant, nous avons les plus vastes terres, nous cultivons le coton au Cameroun, c'est la même. On soulève la question de l'huile. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne travaille que pour les autres. On ne produit que pour les autres. Finalement, nous oublions dans cette affaire, monsieur. Très bien. Merci, Chalamel. On va continuer à lire les messages Florazé. Cette fois-ci, on va vraiment se tenir qu'à cette lecture. On doit s'en tenir qu'à ça. Oui. Alors, Justine Temen réagit. Elle dit que cette femme récupère son enfant et ne l'envoie plus chez son père. C'est un sorcier, dit-elle. Alors, je rappelle que l'enfant... Et ça, c'est pour corroborer ce qu'a dit Chalamel, n'en déplaise les Amazones de ce plateau. L'enfant a grandi parce que Florazé tout à l'heure... tout à l'heure, retirez vos propos. Vous avez dit que ce monsieur a abandonné son enfant. Oui, non, et il a abandonné son enfant. L'enfant est tombé malade chez lui, ça n'est pas occupé. Il a fallu que madame prenne l'enfant, remette l'enfant, l'enfant rechute. Même vous aussi, même vous. Monsieur a pris l'enfant. Non, chez nous, quand vous discutez un œuf, il se casse. Monsieur est resté avec l'enfant, il a commencé à faire l'épilepsie. Il regardait, il n'a pas cherché à voir si est-ce qu'on l'a lancé, est-ce que c'est clinique. Madame vient voir l'enfant, elle fait ses recherches et cliniques et traditionnelles. L'enfant revient. Et monsieur reprend l'enfant, ça veut dire que monsieur abandonne l'enfant même s'il était chez lui. Mais je veux dire, mais moi je dis l'enfant. L'abandon au sens de Florazé, c'était que monsieur a laissé avec sa mère. La maman a abandonné l'enfant chez le monsieur. L'histoire est simple, Florazé. Non, je dis ceci. Est-ce que le monsieur a récupéré l'enfant à quelle période? Ça aussi c'est important, l'histoire ne nous dit pas. Le monsieur a l'enfant quand il était grand, 18 ans déjà. Flora, quel que soit le truc, monsieur a abandonné l'enfant. Ok. L'enfant mourait devant lui. Et il n'a fait rien. C'était pour vous remettre dans vos droits. Parce que vos droits ont été bafoués sur ce plateau et je m'érige en gardien de vos droits. Oui, c'est ça. Voilà. Allez-y. Olivier, voilà, une autre lecture. Olivier Amakepe. Ne vous y trompez pas. Le mal vient du père. J'en connais des papas qui aident leurs enfants, mais les ayant au préalable embrigadés justement dans des canaries, simplement pour faire souffrir la femme. Surtout après la séparation. Empathie criminelle du père, oui c'est vrai. Ouais. C'est Olivier qui le dit. Olivier qui a fait sourire Madame Oyengelek sur ce plateau. D'ailleurs, son sourire est très large. Elle a très large sourire finalement. S'il vous plaît, permettez-moi de dire que le coup du père est fatal par rapport au coup de la mère. Dans les ordres mystiques, le coup du père est fatal. Donc, c'est pour dire que quand on dit il a cherché, il cherchait, ça ne se négocie. Il a eu tout le temps de le faire. Il a eu tout le temps de le faire, il ne l'a pas fait. C'est là où il faut vous méfier des décisions du père. À un moment donné, même dans notre tradition, on accusait. C'est là où est parti le premier principe de la polygamie, après les confessions, où on disait non, il prend 5 ou 6 femmes, parce que demain il va aller tuer l'enfant de tel, après demain il va dans telle famille. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur ces affaires. Donc je dis le coup du père, quand vous entrez, vous faites des études dans ces sociétés dites secrètes ésotériques, vous vous rendez compte que le coup du père est fatal. Mais méfiez-vous aussi, de plus en plus les femmes sont à l'intérieur. Les femmes sont plus à l'intérieur de ces cercles ésotériques que les hommes.
méfiez-vous aujourd'hui de croire que ce n'est que l'homme qui est dangereux. Ça existe ça, une femme qui vend son enfant. Mais l'homme a Monsieur toujours été... Fopoussi, elles sont très dangereuses. Les femmes qui vendent les enfants? Je dis à l'heure où je vous parle, le taux ça existe ça, les femmes qui vendent les enfants. Oui. Donc elle a porté pendant 9 mois et elle le vend. Oui, si vous avez... D'autres vendent même depuis le ventre. Mince alors. Depuis le ventre. Oui, mais c'est la sorcellerie. Non, ce que je veux dire dans mais c'est rare quand même. Monsieur, non, mais je vois pas une femme porter un enfant 9 mois, toutes les souffrances, la casserie. C'est pas sorcière. Elle le vend. D'accord. On va lire d'autres messages, quand même. Ce monde, où va-t-on dans ce monde? On sait chez nous qu'on ne discute pas l'enfant, c'est ainsi dans nos traditions. Non, on ne discute pas l'être humain. Non, l'enfant. L'enfance. Non, quand on dit l'enfance, ce n'a pas la portée. L'être humain ne se discute pas. L'être humain. Voilà. Allez-y, Florazé. Alors, les palmiers, c'est également un ingrédient très important et indispensable à l'élevage de notre cher ami. C'est une industrie, le palmier à huile. C'est une industrie, le palmier à huile. J'avais oublié ça, l'élevage. Oui. Autre réaction. Je voudrais savoir, est-ce que les palmiers privés de grande envergure peuvent être estorqués par l'État? Car voyez-vous, c'est un secteur dans lequel j'aimerais investir. Bon, estorquer veut dire quoi d'abord? Exproprié par l'État. À moins qu'il y ait un projet d'envergure de l'État qui tombe à votre palmeraie. Oui, à moins qu'il y ait le pétrole. À moins qu'ils se servent de ce type de prétexte. À moins qu'il y ait un pétrole en bas de votre palmeraie. Parce que autrement, il y a d'autres trucs qui puissent être faits. On va s'arrêter là avec ces messages Florazé et rentrer dans nos gros dossiers liés à votre revue des réseaux sociaux, la revue de Florazé. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations. Et puis la toute première qui crée le buzz sur la toile, c'est évidemment ces propos de Jean-Yves Le Drian également, qui revient sur et je rappelle qu'il s'est exprimé à travers la radio France Internationale pour repenser à la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui font justement l'objet d'une focalisation. Le gouvernement voudrait également, en tout cas il s'est exprimé sur cette affaire et estime, il rassure que la France défendrait également aux côtés des pays sahéliens le renouvellement fin juin, a-t-il précisé également dans ses propos du mandat de la MINUSMA, à l'heure où les États-Unis, a-t-il martelé, voudraient faire des économies sur les opérations de maintien de la paix. Il a adopté un langage plus diplomatique, on le rappelle, pour évoquer également les vérités de réforme de la Constitution, notamment il est revenu de la Guinée-Conakry, et également il est revenu notamment sur ces propos qui nous intéressent. Il se dit préoccupé par la situation du juriste international Maurice Kamto. Il a dit: nous souhaitons que cette figure importante du Cameroun puisse être libérée, a-t-il encore déclaré. Nous faisons pression régulièrement, fortement, y compris le président de la République a appelé donc le président aussi à trouver des solutions par rapport à ce conflit. Et il faut aussi, on rappelle que la France, l'Union européenne et bien sûr les États, les Nations Unies font tout, à assurer également Jean-Yves Le Drian pour pousser le président à prendre des initiatives afin de sortir, de trouver une issue politique à la crise anglophone. Très bien. Alors, on va commenter ces propos de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Relations extérieures. Il a clairement dit que Emmanuel Macron a appelé le président Biya pour demander la libération de Paul Biya. Vous pensez que ça peut avoir libération de Maurice Kamto. De Maurice Kamto. Un lapsus. Un lapsus, excusez-moi. Est-ce que ça peut évidemment avoir un impact, et ensuite comment on doit comprendre cette prise de position claire, nette, affirmée de la France? Moi je pense que oui, ça peut avoir un impact parce que contrairement à ce qu'on veut vous laisser croire, ce sont les cellules africaines de l'Élysée qui gèrent nos États, le précaré français. Encore aujourd'hui? Oui. Oui, malheureusement, je pense que le chef de l'État actuel vous l'a rappelé en avril 1991 au perron de l'Élysée. Je suis le meilleur élève de Mitterrand. Donc, c'est pas nous, c'est pas. Mais maintenant, c'est Macron qui est là. Et la cellule africaine de l'Élysée n'est pas dissoute. Macron, c'est son petit-fils. La cellule africaine de l'Élysée n'est pas dissoute, de toutes les manières. Il le dit. Non, ça peut avoir une influence, et une influence forte dans ces moments. Mais sauf que
le chef de l'État, Paul Biya, lui aussi, il a des leviers. Et c'est pour ça qu'il a dit à la conférence de presse en juillet 2015 avec François Hollande, il ne met pas l'homme au pouvoir qu'il veut, mais qu'il peut. Donc il a les leviers pour lesquels il sait que la France peut vouloir tirer ici et là, et il restera droit. Mais que vaut le coup de fil d'un président français au président camerounais? Un coup de fil. Le président Macron a appelé le président Biya pour demander la libération de Moïse Kamto. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? L'ingérence. L'ingérence. En lui disant que, mais avant, vous êtes là, voilà. Mais également, je veux dire, l'arrière-goût, c'est que Kamto ne doit pas être arrêté. Et ou alors les chefs d'accusation portés contre lui et ses camarades ne sont pas, j'allais dire, sont les broutilles. Donc, à ce moment, entre chefs d'État, il lui dit, non, vraiment, cher homologue, vous voyez que l'image de votre pays sera ternie, c'est pas bon. Vous êtes un observateur avisé. Qu'est-ce que la France recherche en communiquant là-dessus, comme on a vu hier sur une radio française internationale? Est-ce que la France répond là à ceux qui estiment qu'elle est restée jusqu'ici un peu molle sur les condamnations qui ont été faites par le Parlement européen, par le Congrès américain, par Donald Trump, par le parti Bonaghi? Est-ce que pour la France, c'est de dire à ses partenaires occidentaux, voilà, moi aussi je me mêle à ce concert sur le Cameroun? Ou au final, quand la France communique, comme on l'a vu hier, c'est pour brouiller les pistes et nous attirer sur de mauvais sentiers? En réalité, ça va aboutir à ça. Mais la France, en fait, c'est elle qui gère son précaré. Et elle a considéré que les Américains venaient très fort. Il fallait donc qu'elle vienne, qu'elle reprenne les choses en main. Mais comme elle est en crise, elle s'est dit, je ne veux pas être bousculée rapidement par les Américains, donc mieux vaut que je m'aligne à leur position pour que je puisse négocier ce qui va se passer au Cameroun. Voilà un peu ce qui est en train de se dessiner, en disant aux partenaires américains et l'Union européenne que non, la situation là me préoccupe aussi, et au plus haut degré, pour cette raison, mais on lui laissera donc la possibilité de négocier. Est-ce qu'on peut dire que c'est la conséquence de cette grande marche de la diaspora le 18 mai dernier on va dire à Paris, puisqu'ils avaient manifesté à Paris, et là c'est il faut dire que Yves Le Drian ne dit pas ça de son propre chef, hein. C'est qu'il est convoqué devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de la France. C'est là qu'il est interrogé et c'est là qu'il répond donc à ce que la France fait justement sur cette question-là. Oui, vous avez raison. La marche de la diaspora est venue donner, c'est un élément catalyseur, ou un élément en plus, mais la politique, c'est l'histoire, c'est la diplomatie, c'est le droit. Oui. Sur le plan de la diplomatie, la France s'est trouvée acculée, parce que sur le plan du droit, le Cameroun ne respecte pas certaines conventions signées. La France veut donc s'appuyer à ça pour lui dire que non, il ne faut pas. Mais l'opposition camerounaise et certains États amis ont amené la France à lui dire, on fait un lobbying sur le plan diplomatique pour mettre le gouvernement camerounais en difficulté. La France s'est saisie donc. Maintenant, le hic, et je vois là, parce que le président Biya, il s'en est sorti en 83. Et quand vous avez écouté ce que Florazé nous a dit, il a dit, et c'est là où le titre de Cameroun Tribune de ce matin m'interpelle, il dit « Accompagnement, oui, ingérence, non ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Conseil des Nations Unies, on regarde d'abord si les États membres, parce qu'ils ont signé les mêmes conventions, si les États s'engagent réellement, on les laisse faire, on observe. Maintenant, il faudrait qu'il y ait la pression pour que les populations ne continuent plus à mourir de faim, à faire ceci, à faire cela. Parce que la seule obligation qu'ils ont, c'est l'ingérence humanitaire. Donc, est-ce que le gouvernement camerounais pourra maintenir l'équilibre pour qu'il n'y ait plus de tueries, qu'on n'arrive pas à une situation humanitaire déplorable? Est-ce que c'est là où on pourrait voir? Mais même si on y arrive, je suis sûr que le Cameroun, le président Biya a les leviers qui vont l'amener à se maintenir à ce niveau-là. Encore longtemps au pouvoir. Oui, oui, absolument. Il a les leviers. Ok. Allez-y, Chalamel, sur cette sortie de Jean-Yves Le Drian, le ministre. C'est un breton, hein, quand il parle, il faut bien comprendre. C'est un breton, il est de la Bretagne. Oui. La première chose,
à propos de cette sortie, c'est démontrer que véritablement aucune action n'avait été engagée au niveau de la France au sujet de la casse, des casses qu'il y avait eu au sein de l'ambassade. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que ça vient dédouaner. Ça vient dédouaner quelque peu celui qui est encore incarcéré aujourd'hui, dont on réclame la libération, Maurice Kamto. Donc ça repose le débat encore à ce niveau, cette sortie. Il faut la deuxième chose, M. Fopoussi, ça démontre encore que les véritables informations, parce que c'est dit de la bouche, pas de n'importe qui, que les populations continuent de mourir dans cette zone. Un. De deux, que la situation continue de se dégrader. Elle continue à se dégrader. Et pour compléter, tous ceux qui ont la nationalité française au Cameroun reçoivent déjà depuis hier dans leur message des alertes. Parce que la ville de Tcham, pour la première fois de l'Ouest, est devenue une zone rouge déjà. Elle est déjà rouge. Elle est déjà rouge. Donc on interdit aux Français, aux Américains d'aller à Tcham parce que c'est une zone déjà rouge. Alors, voilà 3 points. Donc c'était le 3e point. Je voulais vous dire que à ce niveau, ils ont démontré qu'ils ont des vraies informations et que la réalité sur le terrain est tout autre que ces sorties du ministre de la Communication, que ces sorties multipliées des différents membres du gouvernement pour dire non, il n'y a rien, la situation est maintenue. Elle va même en brèche la sortie de Tomo, M. Tomo, l'ambassadeur à l'ONU. Elle va en brèche parce que là, ils disent voici les réalités, nous les avons sur le terrain. Donc je pense, M. Rifopoussi, qu'au lieu que le cœur de Pharaon ne cesse de s'enorgueillir, il serait temps, parce que tôt ou tard, à force de tirer sur une corde, elle finit par lâcher. Et lorsqu'elle lâche, il n'y a plus possibilité de pouvoir la ressouder. D'accord. Dominique Audrey-Engelec va également dire un mot sur cette sortie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie française, le patron du Quai d'Orsay. Ça suit juste la réaction du secrétaire général des États-Unis aux affaires africaines, non? Oui, c'est son avis. Maintenant, je vais répondre comme si j'étais le ministre de Mbela Mbela. Oui. On n'a pas besoin d'ingérence d'un pays étranger. C'est ce qu'ils ont dit hier, qu'il n'y a pas d'instruction à recevoir d'un pays étranger. Donc, c'est leur avis, on a reçu et on va voir ce qu'on fait avec. Justement, si vous voulez, juste par ailleurs, Charles Lamel a dit quelque chose. Effectivement, ce sera là le levier que le président camerounais est en train d'utiliser pour faire fléchir la France. C'est-à-dire, vous avez laissé que mon ambassade soit saccagée chez vous. Vous ne faites rien. Voilà, il va user à fond. Tu sais, ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien. Vous savez, et c'est justement ce type d'affront que ces gens n'aiment pas, ce type d'affront. Parce que je vois des gens, d'ailleurs, qui disent que le Cameroun peut tenir tête à l'armée américaine. Je vois les choses comme ça. Non, on n'est pas encore au niveau de l'armée. Non, mais les gens ont dit ça ne suit pas partout. Je dis attention, dans ce pays, les gens ont tendance parfois à avoir leur fantasme pour les réalités. C'est une question, et je peux vous dire que le Cameroun, quand on parle d'ingérence, le Cameroun est un pays qui vit de manière substantielle à des programmes internationaux. L'Union européenne a des investissements colossaux au Cameroun. Quand on veut construire des routes, je veux dire, tous les secteurs. Même le palais de justice, le palais de justice de Bonabéry, comment on l'appelle, de Kounou, ont été construits par l'Union européenne. Voilà, donc, même les forages dans nos villages sont construits par l'Union européenne. Donc c'est ce même gouvernement, je veux juste le dire, c'est ce même gouvernement qui privilégie parfois les expatriés sur les Noirs, voire sur les Camerounais, permettez-moi de dire Camerounais, et qui au final sont en train de dire que nous faisons que cela font l'ingérence. Non, il faut qu'on sache ce que c'est que l'ingérence. L'ingérence, c'est que quand vous construisez une route, vous avez un souscripteur camerounais qui est là, on le met de côté, on prend un Français ou un Américain. C'est ça la vraie ingérence. On veut construire les stades, on prend les gens. C'est ça la vraie ingérence. Arrêtons de parfois troubler les Camerounais. On discutait l'autre jour sur la question, n'est-ce pas, des carrières avec vous. Ça tombe, vous parlez de ça. Oui, ça tombe. Et tout. C'est ici là qu'on discutait que ce sont eux qui détiennent toutes les carrières au Cameroun. Non, tant qu'ils n'ont pas gagné de marché, la carrière reste fermée. On est dans l'obligation. Non, c'est eux qui détiennent les carrières en faisant pression pour qu'on est dans tous les marchés pour construire des routes. C'est ça, c'était juste pour appuyer ce que vous dites. Donc c'est ça
tienne. C'est ça la vraie. Sauf que n'oubliez pas que le Cameroun vient de renforcer ses relations avec la Chine et la Russie. Mais c'est aussi diversifier ses partenariats enlève quoi à la situation de et je vous dis, Géovic SA, les Américains ont le combat de le nickel à Lomier. Vous ne savez pas jusqu'où le Cameroun peut les tenir par rapport à ça. Non, le Cameroun ne peut pas tenir les Américains. Arrêtons de rêver. Je vous en prie, les événements de Côte d'Ivoire et de Libye ont montré à certains États, notamment les 5 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, que la France et les États-Unis les ont floués, les ont amenés dans deux. Ils vont jouer sur leurs intérêts. Les Camerounais ne peuvent, le Cameroun, que ce soit un pays africain, il faut comprendre, le monde c'est comme ça. Il y a des grandes puissances, il y a des petites puissances. Ça choque, mais c'est réel. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, évidemment, puisqu'on parle de lui, avait lui aussi des contrats avec les Français. Le port d'Abidjan a été complètement tenu par les Français. La grande partie de l'économie ivoirienne, c'est même lui qui est venu renouveler grâce à la présidence en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas empêché à la France d'intervenir en Côte d'Ivoire. En Libye, Kadhafi a signé de colossaux contrats avec la France. Sarkozy est même venu, a été accueilli en grande pompe en Libye, mais ça n'a pas empêché. Il aurait même été financé pendant la campagne. Donc c'est pour dire qu'on ne tient pas ces gens-là. Arrêtons de rêver de dire aux Camerounais. Non, c'est pas le rêve. Ce qu'on doit dire aux Camerounais, c'est que quand vous gérez votre pays, évitez de prendre des postures où vous amenez les gens à s'ingérer chez vous. C'est eux qui signent, nous sommes les traités, c'est d'accord. eux qui signent les traités, c'est eux qui signent les conventions, qu'ils arrêtent de les signer ces traités, ces conventions, de les ratifier, et après on en reparle. Parce que quand on parle de panafricanisme, il faut bien qu'on se rende compte de ce dont on parle. Parce qu'il y a un détournement aujourd'hui du panafricanisme qui ne dit pas son nom, et ça c'est une instrumentalisation grossière des gens qui quand un pays occidental donne un avis sur le Cameroun, vous voyez les gens monter au créneau pour crier non à l'ingérence. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une situation humanitaire au Cameroun qui est désastreuse. Les gens sont en train de mourir. Il s'agit d'un pays où les libertés publiques ont fait un recul, un bond en arrière qui n'est pas acceptable. Les gens ne peuvent plus manifester comme ils veulent parce qu'il y a un sous-préfet qui va interdire cette manifestation. On ne peut pas l'accepter. Nous sommes dans un pays où on a dit qu'on fait la démocratie, qu'on y aille vraiment. Donc voilà la précision que je voulais faire. Il n'y a pas de panafricanisme dans mes propos. Les mêmes gens. Non, je vous dis, deux fois qu'on s'est passé, on risque de... Qu'est-ce qui se passe avec le Mali? Quand on a commencé à prendre le Nord Mali, le président Amadou Toumani Touré, qu'il était vers la fin de son mandat, qui n'allait d'ailleurs pas rester représenté, on lui a... Qu'est-ce qu'on lui a dit? On a laissé le Nord Mali être occupé. Et ceux qui ont occupé le Nord Mali, c'est à RFI et à France 24 qui étaient là où ils étaient les premiers à faire des déclarations. Donc les enjeux économiques et stratégiques sur le plan international, c'est ce que je vous ai dit, et le président Biya s'est surfé dessus, et c'est justement comme deux éléphants vont commencer à se battre, c'est nous qui allons souffrir davantage. Donc je partage votre point de vue. Sauf contrôle, il y a une situation au nord et au sud-ouest, c'est inédit. Oui. Il fait face à une rébellion il n'a fait face à une rébellion aussi longtemps, 3 ans, absolument, où les gens ont pris des armes. Ça, c'est inédit au Cameroun. Donc, il faut qu'on comprenne que les gens sont préoccupés par rapport à ça. Les gens continuent à mourir là-bas. Si pour eux, 1850 morts, c'est pas assez, pour nous, c'est beaucoup trop. Pour nous, c'est parce qu'il y en a qui disent que c'est pas un problème, que ce soit que Sodome et Gomorrhe a été rasé par Dieu. Je dis bien ceci, pour nous, c'est grave. Ça demande qu'on agisse rapidement pour mettre fin, parce que 1 minute de plus dans cette crise anglophone est 1 minute de trop. Les gens qui meurent, qui se blessent au combat. On ne peut pas continuer comme ça. Et quand les gens s'expriment à l'ONU, j'entends les gens dire que l'ONU... Je rappelle que ce sont ces gens-là, eux, qui en 52 allaient contredire Oumyobé à l'ONU. Ce sont ces gens-là qui allaient. Et ils sont là, ils nous écoutent. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait une mission de l'ONU au Cameroun. Qui est-ce qu'on a envoyé faire une allocution, aujourd'hui devenue très célèbre? André Omba Fouda, qui allait dire que le Cameroun n'est pas encore prêt à l'indépendance. Que le Cameroun ne sera jamais prêt à l'indépendance. Que le Cameroun... Non, arrêtons un peu. Ces gens-là ont fait du mal au Cameroun. Il faut qu'on cesse. Mais ils étaient coachés par la France. Et qu'on accepte désormais, qu'il y a des situations qui sont graves et que la gravité demande qu'on prenne des mesures fortes, pas comme ce que va nous dire
Tout de suite, Florazé, pour la suite. Pour cette revue des réseaux sociaux. Mais oui, le débat reste pendant Eric Fopoussi avec cette affaire d'ingérence. Alors, le Cameroun reste un État de droit, indépendant et jaloux de sa souveraineté. Ce sont les propos du MINRES, le jeune Mbela Mbela, qui était donc rappelons qu'il a réagi face aux pressions internationales déjà depuis un bon bout de temps. Le MINRES a convoqué donc les ambassadeurs étrangers accrédité à Yaoundé pour cette communication. Il est également revenu sur certains points. Notamment, a-t-il déclaré l'armée camerounaise n'est sur le terrain que pour protéger les populations et leurs biens contre les terroristes sionistes et accomplir, a-t-il martelé, son devoir régalien de protection et l'intégrité territoriale. En outre, il existe également des situations de violation avérée des droits de l'homme. Des sanctions sont prises à l'encontre des contrevenants. Il est également revenu sur les situations dépeintes par certaines ONG comme crise humanitaire majeure. Il a relevé qu'il y aurait actuellement plus de 4 300 000 déplacés internes dans les régions concernées. Il a précisé que ces chiffres ne reflètent en rien la réalité sur le terrain. Voilà, entre autres, Eric Fopoussi, quelques points. Il a également, dans sa communication, on a pu voir qu'il témoigne à volonté que les ONG ont un agenda également précis, conforme également aux objectifs de leurs bailleurs de fonds. Il parle également d'instrumentalisation des institutions de défense de droits de l'homme, également avec des relais nationaux et internationaux pour mettre donc en œuvre leur politique. Le gouvernement poursuit ses efforts en vue du retour à la paix dans les régions, dans les deux régions, le nord-ouest et sud-ouest. Et il faut poursuivre. Voilà donc le s'empérasma de cette communication qui continue, donc pas mal de réactions. C'est-à-dire que Yaoundé refuse encore et encore l'ingérence au Cameroun. Même pas seulement refuse l'ingérence, mais refuse d'admettre qu'il y a une situation humanitaire majeure. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que le ministre dit que la situation humanitaire camerounaise n'est pas majeure. Mais mon Dieu! Il veut attendre que tout le monde meure. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on dise que c'est majeur? Oh, Bengal. Oui, et là, non, le ministre des Relations extérieures du Cameroun veut mettre la communauté internationale dans un état de doute. Et dans le doute, on s'abstient. C'est pour cette raison donc que la communauté internationale doit être vigilante. C'est pour ça que je voulais rattacher ça à M. Le Drian tout à l'heure, que le tout n'est pas là parce qu'il viendra négocier. Il faudrait qu'il fasse tout au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'une résolution soit prise pour que les chars blancs l'ONU viennent pour une situation humanitaire parce que c'est déjà très grave. Et on nous a déjà caché parce qu'il y a, je pense, 4 membres du gouvernement qui étaient partis dans les régions septentrionales durant l'année dernière. Ils n'ont rien dit ni aux députés, ni aux sénateurs de quelle situation humanitaire ils ont trouvé. Voilà, 8. Voilà, ils n'ont rien dit. Maintenant, nous sommes dans une zone de guerre civile, comme dit le Social Democratic Front. Donc, il faudrait que là, la communauté internationale intervienne. Parce que là, le ministre Mbela Mbela veut jouer, mais parce qu'il pense que la diplomatie ou alors les démarches en ayant la Russie d'un côté et la Chine pourraient bloquer le reste. Mais ce sera pour le malheur du peuple camerounais. Est-ce que le gouvernement s'engage à rendre encore plus le peuple camerounais malheureux qu'avant? Je sais qu'il y a une partie des faucons du régime qui sont dans cette voie-là, mais ce sera désastreux pour nous. D'accord. Oui, Chalamel. Monsieur Le Fopoussi, cette sortie m'amène à croire que finalement, c'est le ministre de l'administration territoriale qui avait raison. Alors, dans l'une de ses sorties sur une chaîne internationale, je lui donne raison aujourd'hui. Il avait raison de dire qu'il n'y aura pas de discussion sur la forme de l'État. Oui, cela m'amène encore cette sortie à croire, M. Eric Fopoussi, et ça c'est important de le dire, que la crise anglophone, ce gouvernement mis en place ne pourra pas résoudre ce problème de crise anglophone. Des expressions sont employées ça et là par des individus manipulés en pleine période de tension. On s'amuse avec des gens qui vivaient désormais avec l'espoir de pouvoir s'asseoir à une table et de pouvoir discuter. On accuse la question des activistes. Il y a des activistes sur les réseaux sociaux qui sont là en train d'activer. Mais bon Dieu,
La majeure partie des activistes sont pour Cameroun, M. Eric Fopoussi. La majeure partie des activistes ont fui, s'il faut même le préciser. Ce sont eux qui sont de l'autre côté en train de prendre les images. C'est les populations qui filment les images. C'est les populations qui les balancent sur les réseaux sociaux. Et Dieu seul sait, vous avec moi, comment est-ce que le fact-checking, on a réussi à démonter beaucoup d'histoires qui semblaient être fabriquées, dont on attribuait cela à montage de nos amis des activistes des réseaux sociaux. D'accord, merci. Alors, Florazé, vous terminez rapidement. Oui, Eric Fopoussi, avec cette épreuve d'informatique qui crée le buzz sur, sur la toile, Eric. Alors, à travers un exercice qu'on voyait les flèches, un exercice pratique et qui dit, bon, ça crée Malox et sa copine Shakiro veulent télécharger sur le téléphone de Daphné, connecté sur Internet, un fichier. Le dernier, permettez-moi de bien lire, le dernier clip de Nyangono du Sud, dont le titre est Foupfap tamponnement. Donc voilà, Eric Fopoussi, cet exercice pratique qui crée le buzz sur la toile lors de ces, je rappelle, les premières journées écrites des examens officiels, notamment avec le baccalauréat. D'accord. Et on a donc justement rapidement, on va prendre, ce gros buzz avec ces influenceurs. En 2 secondes, Chalamé, vous voyez ça, à ça, je vous en prie. Non, mais monsieur Eric Fopoussi, c'est la promotion de l'homosexualité, c'est la promotion de la nullité, c'est la promotion de l'adversité. Mais voilà ce qu'on enseigne. On connaît toutes les tendances. Vous savez que Malox a été plusieurs fois, avec ses contenus, il a été plusieurs fois condamné. Qu'on prenne Malox, on se rappelle du fameux titre qui avait été à l'origine, on va le dire, de tous les diatribes qu'on a subis, les insultes et tout. Tuer pour tuer, monsieur Eric Fopoussi, vous vous rappelez de ce titre? Je l'ai encore comme c'était hier. On parle de personnes à polémique, Shakiro, mais faites le tour, vous me frappez sur la toile, vous allez voir de qui il s'agit. On vous parle des classes, on vous parle. C'est quand on en parlait, je suis rentré un peu fouillé sur Facebook. Je me suis dit, ben attendez, c'est de quelle promotion on fait quand on sait qu'aujourd'hui, un enfant de 10 ans, un enfant de 12, 13 ans a un téléphone portable, est connecté sur Facebook, et à tout moment peut aller écouter ce qui est en train d'être dit, qu'on le plaque là. Quand on nous parle de Nyangono, c'est la promotion de quoi? C'est la promotion de l'intelligence. Quand on nous parle d'un Nyangono, un fou fap. Mais franchement, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, madame, monsieur. On prend Constille Amine qui est au plateau B avec nous ce matin. Constille Amine, on parle de Vambio Oméga 3 ce matin. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors nous revenons encore ce matin pour parler de votre complément alimentaire, pour parler santé, pour parler du Vambio Oméga 3. Oui, ce complément alimentaire que voici, qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Vambio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vambio Oméga 3, puisqu'il s'agit de lui, permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, notamment le Alzheimer. Le Vambio Oméga 3 permet également, chers téléspectateurs, d'assouplir nos articulations, de prévenir les AVC, de nous permettre de garder la bonne humeur en longueur de journée. Donc vous qui me regardez en ce moment, vous connaissez quelqu'un qui est diabétique, vous connaissez quelqu'un qui a les problèmes de tension, vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'un AVC, alors je vous conseillerais tout simplement de partager l'information, de dire à cette personne qu'il peut désormais retrouver le sourire, qu'il peut désormais, bien entendu, être content parce qu'il verra son diabète ne plus jamais se compliquer. Il sera soulagé, bien entendu, après tout ce qu'il y a comme problème d'AVC en consommant régulièrement le Vambio Oméga 3. Et je rappelle, à l'intérieur de la boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Comment l'avoir et avoir plus d'ample d'informations? Il suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Guelmendouka, au Gabon, à l'extrême nord, appelez directement nos numéros de téléphone et vous aurez plus d'ample d'informations sur le Vambio Oméga 3. Alors vous passez dans notre point de vente à Aqua, non loin bien sûr de Bonaquamois. À côté bien sûr du Vambio Oméga 3, on
On a également cette lotion des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Les laboratoires Cedorex ont pensé à tous nos amis diabétiques en mettant sur le marché mondial une lotion uniquement pour les diabétiques. C'est bel et bien Von Bio Lotion qui est également commercialisée au Cameroun. Et bien entendu, pour plus d'amples d'informations, pour tout ce qu'il y a comme renseignement, vous appellerez tout simplement nos numéros de téléphone et vous aurez bien entendu des informations relatives à l'utilisation de cette lotion, Von Bio Lotion, et bel et bien à l'utilisation de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que s'enfuir. Très bien. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la route d'interpellation, regarder l'élément, et ensuite nous reviendrons sur ce plateau pour les commentaires. Bon, moi, je ne peux que parler par rapport à ce que le ministre a dit, que le SMIC, 36 000, peut aller avec un citoyen camerounais. Bon, moi, je pense que, franchement, s'il faut que on débat au-dessus, c'est que moi je trouve que franchement c'est tellement minable. Parce que rien que la chambre, tu vas payer la chambre à combien? Tu vas manger dans les 36 000 à combien? Tu vas payer le transport pour aller au boulot à combien? Bon, moi je me dis peut-être que c'est parce qu'il n'a pas connu la vie dure. Parce que s'il avait connu la vie dure et savoir comment les choses marchent au plus bas au bas peuple, c'est que franchement le gouvernement devait voir comment il devait faire pour augmenter le SMIC. Je vous assure. Parce que moi, je vois que 36 000, c'est tellement minable, au point où on ne peut même pas réaliser quelque chose. Parce que la vie, c'est quoi? C'est grandir, on ne rentre pas derrière. On cherche à donner un avenir à nos enfants. Donc si le gouvernement peut voir dans ce sens que, s'il peut avoir pitié des bas peuples. Parce que moi, je dis que, moi, je ne peux que dire que, comme ils vivent dans le confort, ils oublient que les gens aussi peuvent grandir un peu. Bon, elles prennent ça comme ça, elles prennent leur vie comme si c'est la vie de tout le monde. Nous sommes les bas peuples. Si elles peuvent faire quelque chose pour nous, surtout dans le cadre des SMIC, elles augmentent quelque chose, c'est que ça allait être plus que bien. Voilà, sur la question du SMIC, SMIC au Cameroun à 36 270 francs CFA, je tiens à le rappeler. Bon, Bengan, sur ce que disent les compatriotes, rapidement. Non, je pense qu'il a raison et oui. Peut-être que le ministre s'est rendu compte, il a demandé pardon quelques temps après. Donc, en fait, il faudrait dire que le ministre s'est rendu compte qu'il n'aurait pas pu dire cela et il a demandé pardon. Oui, mais donc, il dit qu'il faut, le meilleur pardon serait d'augmenter. Ah oui, mais on augmente. C'était une réunion tripartite avec les syndicats. Effectivement, oui. Il faut au moins porter à 70 000, comme c'était discuté à cette époque-là. Voilà. Mais il faut se dire aussi, je pense à Chimbembe l'avait dit en 1993, aujourd'hui, nous sommes les forçats contre la mort. Nous ne cherchons pas à trouver notre place au soleil, mais nous vivons pour ne pas mourir. D'accord, très bien. On va tout de suite prendre Constantine une fois de plus au plateau B pour nous parler de Red Copper et des super gants Consti. Alors, une fois de plus, le concept Salaka revient pour une vente très promotionnelle, mais alors une vente de qualité supérieure avec toujours votre poêle Red Copper que voici. Ah ben oui, cette poêle qui fait des merveilles, cette poêle qui offre de plus en plus le sourire à ses utilisateurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous l'avez donc bien entendu du côté du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, au prix de 14 000 francs. Cette poêle neuve, ah ben oui, elle est spacieuse, elle est nyanga, elle est stylée, elle est rapide dans la réalisation de vos fritures, de vos gâteaux, bien entendu. C'est une poêle qui ne colle pas et on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile quand on utilise Red Copper, parce que Red Copper est une poêle économique. Vous l'avez donc à 14 000 francs, disponible en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui ont besoin de cette poêle, qui sont hors de la ville de Douala, pour tout simplement nous appeler le numéro de téléphone et recevoir dans quelques heures une livraison à domicile. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également cette magnifique paire de gants, les gants de cuisine. De plus en plus, les gens s'intéressent à ces gants. De plus en plus, les gens ont compris
qu'on ne devrait plus utiliser les vieilles méthodes, mais on devrait être moderne. Et le modernisme passe également par l'achat des gants de cuisine que vous avez à 5 000. Alors ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et de la paire de gants, comme le prix s'affiche à l'instant à l'écran, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs. Et bien pour ceux qui ont besoin de la poêle et de l'ensemble et de la paire de gants, vous débourserez la somme de 16 500 au lieu de 19 000. Alors chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à acheter la qualité, et rien que la qualité. Vous êtes restaurateur, vous êtes hôtelier, vous êtes à la maison, vous avez besoin d'une friture de qualité, vous voulez réaliser des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux pour la commercialisation, alors je vous conseille la poêle Red Copper. Oh là 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 là, motote nye sengalemba katan wa pulate janda poêle nya boam ni une poêle ici ma collé, ni une poêle ici ma batame, ni une poêle nye rapide ouais aussi ma bolane moula ke bolane Red Copper. Et ben il y a Red Copper, il y a des poêles nya boam wale diman au magasin 1001 tapis moni moins de moninga 14 000 francs boukate ni kana dom la le kodi na le colonne Boukate au Bénin, Red Copper. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, courez dès à présent du côté du magasin 1001 tapis. Je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, demain à 11h30 pour la commercialisation des filtres à eau pour la consommation et les filtres pour la douche. C'est donc demain à partir de 11h30 dans cette émission. Donc préparez-vous très bien. Nous allons ensemble découvrir cette grande nouveauté au concept Salaka, les filtres à eau de marque Maya et de marque Diamond. Merci Consti, hein? Merci. C'est compris. Rendez-vous noté. Rassurez-vous. On va lire quelques messages avant de sortir de ce programme. Je rappelle juste que les présidents des deux chambres du Parlement camerounais, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ont publié 2 arrêtés hier pour convoquer justement la session parlementaire du mois de juin. Ça commencera le 10 juin prochain. Quelques messages, Florazé. Oui, Jeannot à Yaoundé, un gouvernement qui ne cache rien agit et ne réagit pas tout le temps, nous dit-il. Une autre réaction par rapport à l'épreuve, c'est la jeunesse Android. De fou pas. Non, mais arrêtez. Je ne sais pas ce que c'est. Autre réaction. Ils voient le Cameroun comme une menace. C'est la raison pour laquelle ils veulent nous diviser. Voilà, comme c'est fait dans la Bible. Hein. C'est Dama qui réagit. Qui voit le Cameroun comme une menace? Dama qui réagit. Qui voit le Cameroun comme une menace? Je lis le message. Je veux comprendre. Mais demandez à Dama. C'est par rapport à quoi? Voilà. Je crois que c'est par rapport aux réactions à Jean-Yves Le Drian. Ah, d'accord. Oui. Le ministre ne doit pas seulement demander la libération de Kamto, oui. Voilà. Autre, c'est Yvan à Yaoundé qui réagit ce matin. Oui. Je souhaite que la diplomatie française aille plus loin. Non seulement libération, mais à démocratiser le pays, comme vous avez dit. Non, mais donc quand il dit, il ne doit pas seulement demander ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Ça prête à interprétation complexe. On va continuer. Florazé. Samboulou à Ndokoti réagit dans le Mungo, plus précisément dans la localité de Kola. L'huile de palme sert à faire du savon. Voilà, donc il est du savon qu'on appelle le samboulou. Voilà. Le samboulou, oui. Qui n'a pas utilisé le samboulou? Qui n'a pas utilisé? Qui n'a pas utilisé? On doit tous utiliser. Voilà, autre réaction ce matin. Chabio à Ndokpassi réagit. La plantation de mon grand-père a été abandonnée à cause du pressage archaïque d'huile de palme. Voilà une si grande richesse abandonnée à elle-même. Je vous salue. Voilà, il réagit depuis le marché Ndokpassi. D'accord. Autre on ne peut pas vivre sans huile de palme. Non, on ne mange plus le taro pilé et autres, hein, vraiment sans vous mentir. D'accord. Autre réaction, l'impact, je vous rappelle que c'est l'impact des différentes pressions sur le marché de la diaspora qui cause, c'est Alain Dicam qui réagit. Bien sûr, merci. Alors je rappelle qu'il y a le MRC qui annonce une marche le 1er juin prochain, le samedi prochain et le 8 juin prochain, marche pacifique. Mais comme vous savez le Cameroun comme il est, désormais les marches au Cameroun c'est automatique, on vous l'interdit systématiquement, alors même que la loi de 90 prévoit de juste déclarer. Donc on est constamment dans un esprit où il y a beaucoup
beaucoup de frilosité, beaucoup de crainte. Lorsqu'une marche est annoncée, c'est malheureux que nous en soyons arrivés là, que le pays soit désormais dans un contexte où les marches, lorsqu'on les aborde, on voit tout de suite une hostilité à la patrie, malheureusement. On va s'arrêter donc là pour ce matin, madame, monsieur. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 h. Que Dieu bénisse le Cameroun, du moins ce qu'il en reste.